Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprise en région. Aujourd'hui, direction Marseille, j'ai le plaisir et l'honneur d'interviewer Georges Mareggiano, qui est associé chez KPMG France, mais qui est le directeur national des ETI et des entreprises familiales. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices, de Marseille à Lille en passant par Bordeaux ou Lyon. J'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extramuros. Ici, c'est un épisode un peu particulier puisque KPMG a 200 implantations en France, c'est considérable et ça leur donne une vision en fait nationale. Et donc, on ne va pas parler d'un seul territoire, mais des territoires français, comprendre avec Georges leurs différentes dynamiques. On va faire un vrai focus sur les ETI qui sont une chance pour les territoires. On peut même dire, si je prends la formule de Georges, que ce sont des tigres dans les moteurs des territoires. Un vrai facteur d'enracinement, de fierté régionale et donc de création d'emplois dans tous les territoires et même les villes les plus en difficulté, villes secondaires, qui auront certainement leur revanche dans la réindustrialisation, c'est pas facile à dire, qui arrive. C'est parti. Bonjour Georges. Bonjour Guillaume. Très heureux de t'avoir chez nous sur Extramuros parce qu'on se connaît, parce que je t'apprécie beaucoup et que tu as un parcours remarquable qui va vraiment illustrer notre thèse qu'on a depuis à peu près une cinquantaine d'épisodes sur Extramuros, qui est de montrer qu'il y a de très belles histoires familiales, des histoires d'entreprise sur nos territoires français. Donc bienvenue Georges sur Extramuros. Merci de m'accueillir Guillaume. Bonjour à toi et puis bonjour à toute ta famille que je connais bien. Donc, moi aussi j'ai beaucoup de plaisir à être avec toi et beaucoup de plaisir à échanger autour de ce thème que j'apprécie. Voilà, la France, les territoires, mon métier puisqu'on va en parler. Voilà. Exactement. Tu es associé chez KPMG France et puis tu as une spécialité, c'est que tu es le directeur national pour le marché des ETI et des entreprises familiales. Donc, on est en plein dans la thèse, dans la thèse d'Extramuros. On va, avant d'aller sur les ETI, commencer par ton parcours et que tu nous expliques comment tu t'es retrouvé là et qu'est-ce que vous faites chez KPMG. Alors, c'est un parcours qui a débuté il y a longtemps. En fait, je suis rentré chez KPMG parce que je voulais faire mon stage. Mon père avait un cabinet d'expertise comptable qu'il n'attendait, c'était que de me le donner. Et je suis rentré en 88, le 1er octobre 88, ça va faire 36 ans bientôt. Le 1er octobre 88, je suis rentré dans le gros cabinet marseillais qui s'appelait Cauvin Anglaise Saint-Pierre, qui était à l'époque le Big Eight marseillais. Je suis rentré à Marseille parce que je voulais pas partir à Paris. Et puis en 89, on m'a muté à Paris. J'y suis resté de 89 à 98 et entre-temps, en 96-97, Cauvin Anglaise Saint-Pierre, donc CCAS, a été racheté par KPMG. Voilà. Donc je suis devenu collaborateur salarié de KPMG. En 98, on m'a proposé de redescendre dans le sud, qui était ma région d'origine et parce que je suis un enfant du sud, moi, la région que j'affectionne particulièrement. Donc je suis revenu parce qu'à l'époque, on avait gagné l'appel d'offres de Shell et qu'il fallait que quelqu'un s'occupe de toutes les sociétés de Shell autour de l'étang de Berre. C'est ce que j'ai fait avec plaisir. Et puis, je suis devenu associé en 2000, directeur régional pour le Sud-Est en 2008. En 2016, j'ai été cumulard parce que je faisais la direction régionale pour le métier audit du Sud-Est et de Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, ce qui faisait un grand quart Sud-Est. En 2021, j'ai pris de nouvelles fonctions avec un directoire qui a été nommé en 2021 et je suis devenu donc le directeur national du marché ETI et des sociétés familiales. Mais là, avec une touche particulière, c'est que je fais plus que l'audit. Je gère pas que des auditeurs et des commissaires aux comptes, mais je m'occupe de tous les marchés de KPMG, de tous les métiers, de KPMG. L'audit, l'advisory, le tax and legal et l'expertise comptable, mais dans les ETI, il y a très peu d'expertise comptable. Donc, c'est surtout 3 métiers, audit, commissariat aux comptes, le conseil financier avec ces deux éléments constitutifs, le deal et le consulting, et puis le juridique et fiscal, donc tous les avocats. Voilà.
Alors tu le sais, moi je suis dans l'immobilier et j'ai connu la crise de 2008, subprime, Lehman, etc. J'en connais bien une là en ce moment là, depuis un an ou deux, mais je n'ai pas connu la crise début des années 90 et je sais pas si toi du coup depuis Paris à l'époque tu trouves des similitudes entre celle qu'on vit aujourd'hui ou celle-ci du début des années 90, guerre du Golfe, etc. quoi. Ouais, alors je l'ai connu parce que 90-93, j'étais plein Je me pot à suis Paris. permis puisque t'as donné la date, donc sinon Ouais, j'aurais pas fait. voilà. Mais Non, 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 je fais pas de cachotier à cet égard. Non, non, donc j'ai connu cette crise. Bon, en 90, j'avais 2 ans d'expérience, donc donc j'étais senior à l'époque, voilà. Mais j'ai bien connu la crise. D'ailleurs, c'est une crise qui avait touché l'immobilier, mais globalement toute l'économie française. Et dans nos métiers, on avait aussi contracté les équipes. Hein. Moi, je me souviens que il y a des démissions qui n'étaient pas renouvelées. Voilà. Donc, ouais. Donc je m'en souviens bien, malheureusement. Ce que je peux noter, je ne sais pas si les fondamentaux de cette crise sont identiques à les crises de l'immobilier ou la crise globale que l'on connaît en ce moment. Ce qu'on peut voir, c'est que par rapport à ce que j'avais appris quand j'étais à l'école et dans les études supérieures, les crises sont de plus en plus rapprochées. Voilà. On a eu effectivement la crise de 90, on a eu la crise de l'an 2000 avec tout ce qui était marché Internet, on a eu la crise de 2008 qui était globalement une crise du crédit, qui a eu plusieurs volets, mais une crise du crédit au sens large. On a la crise actuelle, donc c'est vraiment un enchaînement. Ça montre aussi quand même, pour être positif, que notre économie encaisse ces crises, puisqu'à chaque fois, globalement, il y a de la progression du PIB et ainsi de suite. Voilà. Et pour le secteur qui me concerne le plus et sur lequel je suis plus impliqué, je pense que les ETI et notamment les sociétés familiales ont des vertus pour avoir cette pérennité, penser dans le temps long et mieux encaisser les crises. Il y a plus de résilience. Quand tout va bien, les ETI croissent au même rythme que les autres entreprises. Mais quand c'est plus difficile, quand le contexte est plus compliqué, comme en ce moment, comme dans les périodes de crise qu'on a évoquées, je pense qu'il y a une résilience plus forte des ETI et des sociétés familiales. On pourra y revenir si tu veux. ouais, on va y revenir très certainement. Du coup, il y a une orga particulière chez KPMG justement pour accompagner ces ETI. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Ah oui, donc plusieurs choses. D'abord, j'ai hérité donc d'un cabinet très constitué. J'ai pas hérité du cabinet, mais enfin j'ai hérité d'une situation en avril 21, une position très forte de KPMG dans les régions, dans les territoires, puisque on a à aujourd'hui, et c'était déjà le cas en 2021, plus de 200 bureaux en France. Donc c'est énorme, parce que 200 bureaux, notre concurrent qui nous talonne le plus dans ce domaine-là doit en avoir 30. D'accord. Donc il y a un écart énorme. Alors 200 bureaux, c'est un investissement. Voilà, ça nous permet d'avoir une situation très forte dans les territoires, mais c'est un investissement, ça se comprend. Il y a à chaque fois des locaux, une structure, ainsi de suite. Voilà. Dans ces 200 bureaux, il y en a à peu près 70 qui portent tous les métiers de KPMG et qui ont des équipes très constituées. Voilà. C'est les principales ou les grandes capitales régionales et puis les villes secondaires également. 70 bureaux très forts, voilà, dont Marseille, dont Lyon, dont les principales capitales régionales. Donc ça, c'est une situation particulière. Puis après, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que en 2021, il y avait chez KPMG KPMG Entreprises qui visait le marché des TPE et des ME et KPMG Audit qui visait les grands comptes. Donc allez, le SBF 120. Et au milieu, on m'a demandé d'organiser le marché des ETI. Alors, c'est pas que ça n'existait pas, il y avait des ETI qui étaient clientes de KPMG dans tous les métiers que j'ai cités, mais on m'a demandé de mettre en place une structure et d'organiser la gouvernance et le go-to-market pour les ETI. Voilà, c'est ce que j'ai fait en créant un comité de direction, alors qui est sur Paris, parce qu'effectivement, comme c'est une fonction nationale, c'est plutôt exercé depuis Paris, mais avec des déclinaisons régionales fortes. Il y a dans toutes les régions un comité de développement ETI qui est piloté par un directeur régional ETI. Donc il y a 8 régions chez KPMG, donc 8 directeurs régionaux dont le job est de développer le secteur des ETI et des sociétés familiales, et puis avec différents associés dans tous les métiers. Voilà. Ça fait au total environ à peu près 2500 collaborateurs. Voilà. Donc là, c'est
c'est un peu l'anti-télétravail, c'est-à-dire avec le télétravail, on fait de plus en plus de choses à distance. Vous, 200 bureaux, mais c'est énorme. C'est-à-dire que quand on se dit que finalement, il y a une dizaine de grosses villes en France, avoir 200 bureaux, ça veut dire il y a un maillage hyper fin. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette culture-là. Enfin, en tout cas, ou si je pose la question différemment, comment est-ce que vous en tirez un avantage d'être aussi près du territoire? Alors, je le disais, c'est un investissement, mais il faut effectivement le transformer en investissement productif et donc quelque chose de positif. On est très proche de tous les centres de décision, les centres patronaux, donc les MEDEF, les unions patronales, les chambres de commerce. On est proche des dirigeants. Effectivement, le télétravail, ça permet de travailler à distance, mais on change jamais une relation de proximité quand il y a une difficulté, quand il y a un objectif, quand il y a un vrai chantier, une acquisition, ce genre de choses, un conseil particulier. Donc, même si nos métiers ont télétravail, puisque chez nous, on a à aujourd'hui 2 jours maximum de télétravail, donc on peut travailler à distance. Mais bon, globalement, on espère que nos collaborateurs vont chez nos clients ou bien au bureau, parce que c'est aussi un travail d'équipe. Moi, dans mon métier d'origine, qui est l'audit, je disais toujours que l'audit, c'est du compagnonnage. Donc, c'est le grade supérieur qui explique au grade inférieur comment ça marche. Voilà. Et ça, du stagiaire à l'associé. Voilà. Donc, on change jamais la relation de proximité, la relation humaine, ainsi de suite. Alors, pour répondre précisément à ta question, on est très fiers de ces 200 bureaux. En ce qui me concerne, sur mon marché, on travaille plutôt avec 70 bureaux. Il y aura certainement des reconfigurations, c'est-à-dire que dans nos métiers, les 3 principaux dont je parlais, on va rester à peu près entre 60 et 70 bureaux, mais en revanche, selon les évolutions régionales, on pourra quitter une ville pour aller dans une autre, ou bien dans une même ville, on pourra quitter un quartier pour aller dans l'autre. J'illustre avec Marseille. En juillet prochain, on va quitter le Prado pour aller s'installer dans un fabuleux bureau magnifique au Mirabeau, donc à l'entrée de la porte d'entrée de Marseille, voilà. Voilà. Donc il y aura certains ajustements. Pardon? Tu te rapproches d'un client? Je me rapproche de plein de clients, beaucoup Voilà. de nos clients. Voilà. Je me rapproche de plein de clients. Voilà. Tu parlais de compagnonnage, c'est une notion intéressante. D'ailleurs, j'avais fait un petit passage par les cabinets d'audit. Comment ça se passe aujourd'hui, le recrutement pour vous? J'entends que le métier du chiffre, dans les métiers du chiffre, l'image évolue. C'est pas forcément les mêmes profils. Enfin, comment vous le vivez, vous, qui êtes pour autant encore une très très belle marque employeur? Bon, alors déjà, je vais donner quelques chiffres pour. Voilà, je disais qu'effectivement, dans KPMG, on est un cabinet multidisciplinaire, pluridisciplinaire, et on y tient. Il y a certains de nos concurrents qui voulaient, il y a eu beaucoup de buzz là-dessus, il y a à peu près 18 mois, se recentrer sur certaines choses, faire des scissions, des splits, ainsi de suite. Nous, on est pluridisciplinaire et on y tient. On a 4 métiers aujourd'hui et on les maintient. On fait partie des Big Four. Donc les Big Four, c'est les 4 grands cabinets mondiaux. Au niveau mondial, on doit faire un petit 40 milliards de chiffre d'affaires, 38-40, et on a environ 200 000 collaborateurs. Voilà, pour KPMG. En France, on fait 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires et on a environ 11 500 collaborateurs. Donc, pour répondre à ta question, chaque année, on recrute, en ce moment, dans les années actuelles, on recrute environ 1 200 personnes. Schématiquement, 1 000 débutants, 200 un peu plus expérimentés, parfois même des associés. C'est ce qu'on appelle des direct entry partners, des personnes qui, ayant un parcours ailleurs, viennent directement au niveau d'associés. Bon. Donc pour ces 200 expérimentés, c'est un peu particulier comme processus de recrutement. Revenons aux 1000 autres personnes que l'on recrute. C'est pas très compliqué pour nous de recruter, même en ce moment, parce que pour recruter 1000 personnes, je crois que l'an dernier, on a reçu 80 000 CV. Voilà. Bon, donc on a beaucoup de CV, ça nécessite beaucoup de temps de traitement. Il faut reconnaître que dans les 80 000 CV, tous ne sont pas au standard de ce que l'on souhaite en matière de recrutement, loin s'en faut. Néanmoins, pour faire simple et c'est pas de l'immodestie, mais on n'a pas de problème de recrutement à aujourd'hui. En revanche, sur le volet RH, on a un problème de rétention. C'est plus compliqué de conserver les collaborateurs. Dans le métier d'audit, par exemple, pendant des années, on considérait que c'était un 3e cycle de luxe. Ça l'est toujours. Mais
de mon temps, les gens faisaient 3, 6, 9 ans. Ça marche par 3 ans en audit. Pendant 3 ans, on est un junior, pendant 3 ans, on est un senior, et après, pendant 3 ans, on est un manager et au-delà. Bon. Aujourd'hui, c'est vrai que certains collaborateurs, au bout de 12 mois, ils considèrent qu'ils maîtrisent toute la méthodologie d'audit et tous les arcanes de la constitution des résultats et des équilibres bilanciels. C'est une erreur. Mais bon, certains sont comme ça, ils le considèrent, donc ils font 12 mois et ils s'en vont. Donc on a plus de difficultés à faire de la rétention des collaborateurs, pas de difficultés de recrutement. Et ça c'est valable dans tous les métiers. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'organise pour justement compléter les formations, beaucoup de formations, compléter aussi dans des compétences un peu particulières. On parlera peut-être de tout ce qui est digitalisation, on parlera de tout ce qui est ESG ou réglementation CSRD un peu plus tard, mais voilà, on essaie d'élargir les champs de formation des collaborateurs pour leur donner autre chose que de l'audit, de la méthodologie d'audit et des matières qui vont avec. Voilà. Par rapport aux régions, tu vois des dynamiques pour le recrutement? Est-ce que c'est plus facile? Ou est-ce qu'il y a, nous, on a senti un attrait des régions depuis la crise sanitaire et une envie de vivre dans d'autres villes où tu vis mieux avec ta famille? Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que depuis de post-Covid, post-guerre en Ukraine, mais enfin surtout post-Covid, les régions ont un peu la cote. C'est vrai. Donc, c'est plus simple de recruter en région. Nous, on le constate parce qu'on a des demandes de transfert de Paris, en interne, de Paris vers les régions. Voilà. Après, c'est pas partout pareil. C'est pas des différences régionales. Toutes les métropoles régionales plaisent. Voilà. D'ailleurs, on a commis ensemble. Exactement. Sur l'observatoire ensemble. Exactement. Donc, on voit bien que ce qui est au sud de la Loire, ainsi de suite, ça plaît. Bon, voilà. Mais dans les régions, il y a des villes qui sont très attractives et d'autres qui le restent moins. Donc, c'est peut-être ça. Aujourd'hui, on a vu donc un courant descendant ou allant de Paris vers les métropoles régionales. Mais ça reste quand même plus compliqué dans certaines belles villes régionales de recruter, voilà, enfin ou d'attirer des talents. Voilà. Donc oui, pour ce qui est de Paris vers les métropoles régionales, plus d'interrogations de ce qui est les villes de seconde catégorie. Alors les problèmes sont toujours les mêmes. C'est comment trouver un travail à son conjoint ou sa conjointe. Voilà, il faut. Dans les couples, là, aujourd'hui, tout le monde travaille. Donc, même si c'est plus plaisant de venir en région, il faut que les deux trouvent des jobs attractifs. Et deux, il y a certaines régions où la mobilité demeure une difficulté. Voilà. Quand on aura plus travaillé ça, il y aura plus d'égalité dans les diverses villes régionales. Très clair. Et oui, je recommande en effet cet observatoire des villes et des territoires qu'on a fait avec Stan, KPMG, Newton Offices. On passe aux ETI maintenant. ETI déjà, puisque tu es très précis quand tu parles, c'est très agréable. C'est plus de 250 salariés, jusqu'à 5000, c'est ça? Ouais, alors c'est ça. Il y a deux critères. Il y a le nombre de salariés, 250 à 5000. Il y a également un critère de chiffre d'affaires de 50 millions à 1,5 milliard. Voilà. Après, cette définition, elle date de 2008. Donc, elle a pris, en termes de chiffre d'affaires, elle a pris l'inflation, par exemple. Donc, chez KPMG, en termes de chiffre d'affaires, on monte jusqu'à 2 milliards, 2 milliards et demi. Voilà. Il y a d'autres, je travaille souvent avec les banques régionales. Il y a donc des banques régionales pour lesquelles les ETI, ça monte jusqu'à 4 milliards, voire 5 milliards de chiffre d'affaires. Voilà. Bon, c'est un peu ça l'idée. En revanche, il y a des caractéristiques que l'on retrouve tout le temps. C'est qu'une ETI, c'est souvent familial. Donc, il y a 52% des ETI français. Non, il y a déjà 6 000 ETI en France. Okay. Et il y en a 52% qui sont à majorité familiale. Et il y a 17% supplémentaires pour lesquels une famille a un taux de détention de l'ETI qui est notable. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a environ 70% des ETI françaises qui ont une famille fortement impliquée, de façon majoritaire ou très impliquée. Voilà. Ça, c'est à retenir. Ça veut dire en creux que l'ETI dans la famille, c'est effectivement familial, mais c'est aussi souvent patrimonial. Donc, il va y avoir des perspectives de transmission, par exemple. Il va falloir identifier dans les générations suivantes
qui peut monter pour la direction de l'ETI. Il y a aussi des visées de formation des gens. C'est pas parce qu'on dans une génération on va pas prendre quelqu'un pour diriger l'ETI que ses frères et sœurs, enfin dans la fratrie ou dans les cousins, ils doivent pas être intéressés au conseil d'administration ou dans des postes d'observation. Donc il va falloir former. Enfin voilà, il y a tout un tas de caractéristiques un peu particulières. 6000 en France, ça se compare comment avec nos pays voisins européens? Alors c'est une comparaison qui ne nous est pas favorable. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, c'est pas que ce soit pas favorable parce que les chiffres, mais pourquoi c'est pas favorable avant de donner les chiffres comparatifs? C'est parce que les ETI, c'est la richesse des territoires. D'accord? Voilà. Donc, au travers des chiffres que je vais vous donner, on s'aperçoit que nos territoires sont moins riches que nos concurrents proches et surtout moins industrialisés. Alors, maintenant, les chiffres sont lesquels? Il y a 6000 ETI en France à aujourd'hui, il y en a environ 17-18 000 en Allemagne. 2 fois et demi, 3 fois plus. Il y en a 12 000 en Angleterre et il y en a 9-10 000 en Italie. Donc ça montre bien, quand on se compare à l'Allemagne, on dit, bon, ok, les Allemands, c'est une économie beaucoup plus forte. Je noterai néanmoins qu'en 1981, il y avait autant d'ETI en France qu'en Allemagne. Il faut juste s'interroger sur qu'est-ce qui s'est passé entre 81 et le début des années 2000. Voilà. Bon. Je vous laisserai la réponse. Voilà. Mais ça interroge aussi quand on se compare à l'Italie, parce que l'Italie a 1,5 fois plus d'ETI que la France. Donc ça veut dire que c'est des tissus industriels mieux équilibrés dans les régions, mieux répartis et plus puissants. Et d'ailleurs, quand on fait une belle école, enfin quand on faisait, parce que ça change un peu, mais quand on faisait une belle école d'ingénieur ou une école supérieure de commerce en France, on allait travailler dans le grand groupe, souvent dont le siège était à Paris. En Italie, quand on fait une belle école comparable, une belle école d'ingénieur ou une belle école supérieure de commerce, on revient dans sa région et on travaille dans l'ETI en proximité. Ça change en France, c'est tant mieux. Ça rejoint ce qu'on se disait il y a un moment, à savoir la France qui s'est réconciliée avec ses territoires et ses métropoles, tant mieux. Mais pendant des années, on a eu à pâtir de ça. Voilà. On fait pas de politique et puis surtout pas en ce moment, mais qu'est-ce que, enfin, on peut l'expliquer quand même ce décalage à partir de 81. C'est quoi? C'est sur les sujets de succession? Ouais, exactement. C'est effectivement, c'est l'ISF et c'est le fait qu'il n'y avait pas de système favorable à une transmission intrafamiliale. Voilà. Donc heureusement, Chirac et son gouvernement, et en particulier Renaud Dutreil, lorsqu'il était ministre des PME, ont réussi à mettre en place ce qu'on appelle le pacte Dutreil en 2003. Et le pacte Dutreil permet, grâce à un abattement de 75%, de transmettre les sociétés à l'intérieur de la famille. Voilà. Schématiquement, c'est ça. Pour illustrer, sans pacte Dutreil, on paye 45% d'impôts plus les prélèvements sociaux à partir d'1,8 million. Avec un pacte Dutreil plus d'autres légers abattements, on peut arriver à ne payer que 7 à 8% de la valeur d'ensemble de l'entreprise. Donc c'est très avantageux. C'est pas une niche fiscale. C'est pas du tout une niche fiscale. C'est juste un système qui permet de conserver des sociétés dans les familles et en France. Je continuerai là-dessus, mais j'ouvre une parenthèse. En Suède, qui est quand même pas connu pour être un pays non taxé, les entrepreneurs suédois ont réussi à faire passer une loi qui fait qu'il n'y a aucun impôt sur les successions et les transmissions d'entreprises. Zéro. C'est comme ça qu'ils arrivent à conserver des entreprises dans les familles et en Suède. Voilà. Donc le pacte Dutreil, il est attaqué en ce moment. Alors, il faut pas se le cacher. Il est attaqué de 3 côtés. Il est attaqué par certains macroéconomistes, dont Thomas Piketty. Il est attaqué parce que certains journalistes sont dans la roue de ces économistes et donc disent que c'est une niche fiscale, ainsi de suite, ce qui est une erreur. Et il est attaqué également par la Cour des comptes qui malheureusement, et certains politiques qui malheureusement pensent que il faut essayer de combler le déficit fiscal français, de combler cette dette un peu abyssale que l'on a, et donc ils vont essayer de taxer non plus les revenus qui sont très taxés en France déjà,
mais les stocks. Et dans les stocks, on a quoi? De l'immobilier, des œuvres d'art, des terres agricoles, des forêts et des entreprises. Donc, il faut vraiment faire du prosélytisme, de l'éducation, pour que le pacte Dutreil soit sanctuarisé. Voilà. Ouais. Non, bah, moi je suis tout à fait d'accord et c'est bien de faire un peu de culture économique et de mettre les pieds dans le plein là-dessus parce que en effet, sinon tu laisses les autres parler qui sont quand même bien idéologisés. Monsieur Piketty en premier selon moi, et tant pis si je fais pas plaisir à tout le monde. Eh ben nos entreprises meurent ou s'en vont ou elles sont démantelées ou elles partent à l'étranger, la famille arrête, vend et puis on dit Sont vendus à des grands groupes, souvent étrangers, qui au bout de quelques années les vident de leur substance en France. Donc il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus d'usine en France. On garde des brevets, on garde certaines compétences, parfois des centres de recherche parce qu'on a des ingénieurs qui sont doués. Enfin, tout le gros de l'entreprise est vidé de sa substance et part à l'étranger. Ouais, alors qu'il y a souvent une critique des capitalistes qui vendent, qui délocalisent. Ça, moi, ça a été le grand thème des délocalisations. Et il y en a eu, mais c'est surtout, là, tu l'expliques bien, il y a quand même certaines décisions politiques dramatiques qui font que les entreprises ne sont plus là. Et tout ça pour gagner quelques centaines de milliers d'euros d'impôts, ben, c'est tout simplement des salaires qui ne sont plus là, des familles qui ne vivent plus là, qui payent les commerçants du coin, qui payent des taxes localement, qui font vivre les écoles, etc., etc. Et je trouve que c'est un raisonnement catastrophique en fait de s'arrêter juste là. Et très souvent, moi je peux comprendre qu'on taxe fortement une succession en se disant on est vraiment libéraux et on veut que chaque enfant, quelque part, chaque génération reparte sur un pied d'égalité. Mais du coup, tu taxes pas tous les flux pendant la vie non plus. C'est un peu l'un ou l'autre, quoi, si tu veux être logique. Non, c'est clair. Après, enfin, bon, c'est un thème que je sais pas que je serai inépuisable là-dessus, mais on y travaille beaucoup. Je fais pas mal de lobbying parce que je pense qu'il y a une vraie, il faut vraiment sanctuariser ce pacte Dutreil, c'est clair. Et je pense que Renaud Dutreil a sauvé une bonne partie du capitalisme français. Voilà. Mais bon, le but du jeu, c'est quand même, on pourrait envisager de dire bon, mais si une entreprise est vendue, on pourrait taxer la plus-value. Mais la conserver dans la famille, il faut que donc la transmission intrafamiliale, elle ne soit pas ou très peu taxée. Voilà, ça c'est clair. ISF, même impact, tu le mettais sur le même plan? ISF, ça, je veux dire, c'est vrai que le gouvernement Macron, lorsqu'il est arrivé en 2017, a pris deux mesures au moins, mais enfin deux mesures qui étaient pro-business. C'était de sortir les entreprises de l'ISF, puisqu'on est passé de l'ISF à l'IFI, d'accord, donc c'est immobilier, et de mettre en place la flat tax à 30%. Voilà. Mais en tout cas, cette flat tax à 30%, qui est là depuis quoi, 7 ans à peu près, depuis qu'il est arrivé. Je m'avance un peu là aussi, mais si le chômage a baissé depuis 7 ans, et moi qui suis né dans les années 80, je crois que j'ai jamais connu un chômage aussi faible, c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a quand même un lien, même si les milieux économiques sont assez ingrats envers le président Macron. Et là aussi, je rentre pas du tout dans le jugement. Mais juste factuellement, d'un point de vue économique, puisque ça, je me permets d'en parler, je trouve qu'en tant qu'investisseur, puisque moi, j'ai fait venir un fonds d'investissement américain qui a permis de sortir quelques immeubles en France et créer quelques emplois, bah, je pense que dans le contexte différent, ça sera plus possible. Ou ça ne l'aurait pas été. Voilà. Ouais, ça n'a pas été. Vos enjeux aujourd'hui, technologie, IA, ESG, oui, alors c'est vos challenges il y a du tous ces moment. Il y a plusieurs enjeux en fait un peu particuliers à chaque métier, mais enfin donc ce qui concerne tous les métiers de ce cabinet pluridisciplinaire, il y a effectivement tout ce qui est technologie et intelligence artificielle. Pour illustrer, on vient de racheter coup sur coup 3 cabinets, alors qui étaient des petits cabinets en France, mais enfin qui quand même comptaient à chaque fois une centaine de personnes. On a racheté il y a 18 mois le cabinet Silverprod, qui est spécialisé dans tout ce qui est implantation de logiciels Microsoft Dynamics, les consolidations de PME et de TI. On a par la suite acheté un petit cabinet qui s'appelle Sensio, même niveau, mais lui pour SAP. Puis on vient dernièrement d'acheter un cabinet qui s'appelle ICOM Cloud,
pour tout ce qui est Salesforce. Donc, on a une panoplie complète. Et donc, dans le secteur tech, on a environ 1200 consultants aujourd'hui chez KPMG en France. Voilà. Donc, c'est vraiment un secteur dans lequel on investit énormément. Et on a complètement dépassé ce que j'ai connu à une époque. Ce ne sont pas des ingénieurs informaticiens qui accompagnent les équipes d'audit. Certes, certains font ça, mais c'est vraiment des gens qui implémentent certains systèmes d'information dont je viens de parler. Voilà. Ouais, on a fait un épisode avec Salesforce, donc normalement, ceux qui ont écouté suivent bien pourront. Voilà, la transformation des entreprises. Et le prochain volet qui va s'ouvrir, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Bon, voilà. Donc ça, premier grand chantier, tout ce qui est technologie. Deuxième grand chantier, tout ce qui est ESG. Donc on parlait de RSE, on parle d'ESG, on parle d'impact, maintenant on parle de CSRD, qui est donc cette réglementation européenne qui rentre en application, qui est rentrée en application et qui va concerner en 2025 les résultats 2024, les chiffres 2024. Donc c'est d'une actualité brûlante pour les grands groupes cotés, c'est d'une actualité brûlante et puis ça va cascader. Au bout du bout, ça va concerner toutes les entreprises de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il va y avoir consolidé, il va y en avoir beaucoup, d'accord. Et pour illustrer, ça concerne la DPEF, donc la déclaration de performance extra-financière, concernait 11 000 sociétés en Europe aujourd'hui. Avec la CSRD, on va parler de 50 000 sociétés concernées. Donc beaucoup d'entités vont être concernées par cette réglementation CSRD. Et plus globalement, c'est tout le volet ESG qui va être impactant, parce que la CSRD, c'est de la compliance, c'est respecter une réglementation assez contraignante. Voilà. Mais il y a la transformation ESG qui va concerner beaucoup plus que 50 000 entreprises. Voilà. Donc, on a cet impact ESG, CSRD. Donc, environnement, social, comme quand on avait fait le premier rendez-vous avec environnement social, sociétal et gouvernance des entreprises, et puis qui est une vision un peu plus financière que la RSE, que la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, exactement. Et c'est vrai que cette réglementation arrive. Elle arrive qu'en Europe, c'est ça? Elle arrive qu'en Europe, effectivement. C'est une réglementation européenne. Aux États-Unis, il y a des tentatives d'avoir un équivalent de CSRD. Ça se met en place. Ils ont un petit retard, mais bon, ça devrait le faire parce que globalement, c'est des considérations et des convictions que tout le monde partage. En Asie, ça prendra peut-être un peu plus de temps, même si paraît-il, je suis pas qualifié pour en parler, mais paraît-il que la Chine a fait un pas vers plus de respect environnemental notamment, une performance plus durable. Mais c'est à voir. Très bien. Et donc ça a un impact chez vous parce que on est dans de l'extra financier et c'est des nouvelles compétences aussi à développer chez vous pour accompagner des chefs d'entreprise qui peuvent être soit largués, soit qui étaient sensibilisés au truc, mais qui n'étaient pas forcément armés pour délivrer, quoi. Alors, il y a des compétences chez nous, effectivement, dans tous les cabinets, pas que chez nous. Chez nous, aujourd'hui, on a un centre d'excellence donc qui est à Paris, qui compte environ 350 personnes spécialisées sur le secteur ESG, et on a dans tous les bureaux, dans les 60 dont je parlais, entre 5 et 10 personnes selon la taille du bureau qui complètent les équipes. Donc oui, on fait des investissements forts dans tout ce qui est ESG. Mais plus globalement, ça impacte tout le marché. En substance, il y a quelques années, on parlait d'un directeur financier dans une entreprise. Aujourd'hui, le directeur financier, il va faire du financier, c'est-à-dire tout ce qui est comptes annuels, d'accord, et il va faire de l'extra-financier, donc tout ce qui est indicateur extra-financier sur l'environnement, le social, le sociétal et la gouvernance. Et d'ailleurs, le terme change, on passe de directeur financier à directeur de la performance, parce que la performance extra-financière sera à terme quasi aussi importante que la performance financière. Voilà. Donc ça transforme effectivement nos métiers, mais également toutes les entreprises. Intéressant ce terme, directeur de la performance. Pas mal. Et pour l'IA, la techno, même question. Comment vous armez-vous pour répondre aux enjeux de vos clients? Pareil, avec des spécialistes qu'on recrute à l'extérieur, souvent, qu'on forme également. Mais c'est pas quelque chose que l'on prend maintenant.
qui est technologie, ça fait des années que ça infuse. Quand je disais qu'on a 1200 collaborateurs spécialisés en technologie chez KPMG, c'est-à-dire peu ou prou 10% de nos effectifs, ça veut dire qu'on les a pas recrutés dans les derniers mois. Ça fait des années qu'on le fait. Pour illustrer aussi avec notre métier, l'audit, ça fait des années qu'on fait de plus en plus de digitalisation. Moi, quand j'ai commencé l'audit, on faisait des sondages sur des factures clients, des factures fournisseurs, ainsi de suite. Maintenant, on travaille grâce à la digitalisation sur l'intégralité de la population et on va ensuite analyser que des anomalies a priori ou des exceptions qui sont identifiées par le biais de tous les systèmes que l'on a mis en place. Voilà. Donc, c'est une approche différente. Et l'IA, le domaine est tellement vaste que ça s'ouvre, mais on s'en sert, c'est intégré dans notre méthodologie d'audit. Maintenant, on a quelque chose qui s'appelle Copilot, donc qui est intégré à la méthodo. Voilà. Je suis pas le mieux placé pour en parler, d'accord, parce qu'il y a des gens qui font ça du matin au soir. Mais voilà, c'est intégré, on le développe, on le travaille, on fait des partenariats également, beaucoup de partenariats avec des spécialistes. Mmh. Et finalement, j'allais te demander, est-ce que tu voyais des boîtes qui changeaient leur façon de bosser vraiment en profondeur grâce à l'IA, mais vous, en fait, c'est déjà le cas. Ah mais nous on est un baromètre de l'économie et un témoin de tout ce qui se passe dans les technos. C'est clair, on a parfois un peu de retard, d'accord, mais c'est sûr que pour accompagner, que ce soit en audit ou encore plus en consulting, pour accompagner les transformations des entreprises, c'est sûr qu'il nous faut avoir des gens dont les compétences font écho aux compétences qu'on retrouve dans les entreprises. Donc effectivement, on est transformé comme les autres. Du coup, vous avez une vision de l'impact sur l'emploi. On parle toujours de cette destruction créatrice. Vous en savez rien, ouais, vous le voyez non, pas. J'ai pas d'avis autorisé là-dessus. Ouais, je pense qu'effectivement, il y aura des destructions d'emplois et des créations d'emplois, mais alors, quelle est la balance? Je sais pas. J'ai une culture journalistique du truc, mais pas d'avis autorisé. Mais déjà, chez vous, vous dites pas, l'IA va remplacer nos stagiaires, auditeurs, et on en aura beaucoup moins, quoi. Non, au contraire. Non. Parce que, comme je le disais, avant, on travaillait sur des sondages. Maintenant, on travaille aussi sur des sondages, mais qui sont basés sur l'intégralité de la population et on travaille que sur les anomalies a priori. Donc, non, pas du tout. Bon, non, mais très clair. On a beaucoup plus de monde dans ces secteurs-là, ça c'est clair. Et il y a énormément dans des outils. Ça, je le sais aussi. Voilà. Non, mais c'est bien de casser un peu ces grandes frayeurs qu'avec cet outil qui arrive ou qui arrivait, ou peut-être d'ailleurs j'en entends moins parler de ce grand remplacement, si je peux me permettre d'utiliser là aussi un terme, de le sortir de son contexte. Ça m'intéresserait de t'écouter sur ta vision des différents territoires français, des régions françaises, pour que tu nous illustres un peu s'il y a des différences et des dynamiques différentes entre ces territoires. Oui, alors il y a des différences. Comme je disais, quand j'ai pris mes fonctions nationales en 21, donc j'ai été placé à la direction de 8 régions. Et en fait, je me disais à l'époque, c'est 8 cabinets différents. Voilà. Parce que chaque cabinet s'était adapté ou avait grandi en fonction des particularités ou des singularités de sa région. Donc c'est sûr que il y a des particularités régionales qui sont liées à l'histoire, qui sont liées à certains secteurs d'activité qui ont plus été développés dans une région que dans une autre, voilà, et qui sont liées à est-ce que l'écosystème a été favorable au business ou pas. J'illustre. Quand j'ai pris la direction de Auvergne-Rhône-Alpes, j'étais stupéfait quand j'étais invité aux réunions, ainsi de suite, au pince-fesse. J'étais stupéfait de voir à l'époque, il y avait tout le temps Gérard Collomb et Wauquiez, je trouve plus le prénom. Laurent Wauquiez, voilà. Il y avait tout le temps Gérard Collomb, Laurent Wauquiez, et je connaissais eux parce que je les voyais à la télé, mais il y avait toutes leurs équipes. Donc maire de Lyon, président de la métropole, et le président de la région. Hein, de la région. Et je me disais, et puis ils discutaient, ils bossaient, enfin je me disais, c'est vachement bien. De bords différents en plus. Ouais, de bords différents. Mais en fait, depuis la Renaissance, à Lyon, et donc ça a essaimé partout, ça a cascadé, depuis la Renaissance, les commerçants, le clergé et les édiles travaillent ensemble, quel que soit leur bord, et pour le bien de la région. Voilà.
C'est moins le cas dans une autre région que je connais bien, et que je connais bien également, où effectivement, il y a moins de vision commune, d'organisation, ainsi de suite. C'est regrettable. Ça peut expliquer pourquoi il y a en Auvergne-Rhône-Alpes un paquet de belles boîtes qui font entre 200 millions d'euros et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Si on compare dans le sud-est, il y a de très grands groupes. Par exemple, CMA-CGM, c'est un très grand groupe international, mais ensuite ça chute énormément. Les sociétés qui font entre 200 et 1 milliard, il n'y en a pas beaucoup. On va tomber à 2 milliards, il y en a certaines, Honnête, SNEF, j'en dois en oublier, mais voilà. Mais il y a un trou dans notre région qui s'explique, je pense, par le fait de l'histoire et que les gens avaient moins l'habitude ou moins l'envie de travailler ensemble pour le bien des territoires. Dans l'Ouest, chez nous, on a 2 régions fortes, c'est Auvergne-Rhône-Alpes et l'Ouest. L'Ouest, c'est pareil, l'écosystème est très favorable. Chaque année, je suis invité pour prêcher la bonne parole au Forum économique breton. Il y a tous les patrons de la région. Et c'est très breton. Et ils veulent bosser ensemble, ils sont là dans une perspective d'enracinement local, de développement de l'économie locale. Voilà. Je pense qu'il y a cette volonté-là. Voilà. Et, entre autres, au-delà de certaines régions, le Sud-Ouest, Airbus a tiré le développement de la région. Bon, voilà. Le Nord, c'est des familles qui se sont organisées pour améliorer le quotidien et donc développer les régions. À l'Est, il y a la frontière franco-allemande qui permet, avec une diffusion qui vient un peu de l'Allemagne, certaines belles boîtes. Voilà. Bon. Donc oui, pour répondre à ta question, toutes les régions sont différentes. Je pense que le poids de l'histoire explique beaucoup de choses. Voilà. Non, mais très clair. Et en tout cas, le facteur commun de succès, de la clé de succès, c'est le temps long, la vision partagée, parler le même langage et oui, une certaine stabilité, quoi. Dans mon organisation ETI, Société Familiale, je fais peu d'études. Dans nos métiers, il y a tout le temps des études qui sortent. Donc moi, je fais peu d'études. La première étude que j'ai faite, c'est sur la transmission des ETI ou des sociétés familiales, parce que je travaillais à l'époque avec l'Institut Montaigne et qu'on voyait que la transmission, c'était le souci numéro 1 des dirigeants d'entreprises familiales. Donc on a fait une étude sur la transmission qui s'est appelée ETI La Relève, où on a mis en avant des successions réussies, où on a parlé du pacte Dutreil, où on a fait un benchmark européen, enfin tout ce dont on a un peu parlé. L'an passé, on a travaillé sur la digitalisation. On a appelé ça la grande accélération et on montrait que dans toutes les transformations, transformation du business model, transformation de la transition énergétique, toutes les transformations, donc la cybersécurité, la transformation des RH, le catalyseur, la mère des transformations, c'était le digital. Et on l'a présenté dans 22 rendez-vous régionaux, enfin un tour de France. Voilà. Là, on sort une étude sur la réindustrialisation, parce que post-Covid, post-guerre en Ukraine, la France s'est réconciliée avec son industrie et s'est réconciliée avec ses territoires. On en a parlé. Et donc, je ne vais pas dévoiler l'étude puisqu'on la sort au début juillet, puis on va la présenter au MEDEF, à l'AREF du MEDEF, fin août. D'accord, la rencontre des dirigeants de France, donc l'AREF. Voilà. Bon. En substance, dans cette étude, on montre que toutes les régions veulent se réindustrialiser, mais les villes veulent que ça se passe dans la ville d'à côté. D'accord ? Bon. Donc, la conclusion, ça va être, il n'y aura pas de réindustrialisation dans les grandes métropoles. Il n'y en aura pas ou très peu. Ça va être un peu la France des sous-préfectures. Donc, c'est les villes de seconde catégorie qui vont bénéficier de réindustrialisation. Pas dans des gigafactories, mais dans des sites industriels de 2 000 à 15 000 mètres carrés. Parfois de la revitalisation, de la configuration de friches, de la reconfiguration de friches industrielles. Et voilà. Donc, pas des gigafactories, mais des entités de moyenne taille. Et puis, il y aura un critère qui surdéterminera tous les autres, tous ceux que je viens de vous présenter, c'est l'écosystème favorable. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir avoir du foncier, il va falloir avoir des autorisations, il va falloir avoir des investisseurs, donc un écosystème favorable à attirer des entreprises et cette réindustrialisation. Voilà.
Donc une belle étude. J'ai terminé mon édito la semaine dernière, donc elle va sortir, voilà, et on va la présenter. Voilà. Primeur. Mais ouais, ça va être la revanche de ces villes moyennes, puisque on le sentait frémir post-Covid en disant, justement, je me rappelle très bien d'une des échos qui disait que c'est la revanche des villes moyennes. On voit que c'était pas encore complètement le cas, mais là, il y a une vraie opportunité pour que ces sous-préfectures, ces villes moyennes attirent à nouveau de l'emploi, de l'activité. Mais pourvu que, en effet, les élus locaux le veuillent bien, qu'il y ait les bonnes infrastructures, qu'elles soient de transport ou d'école ou les plus basiques, et qu'après on arrive à recruter et à faire rester les gens, bien sûr. Tu vois des secteurs d'activité particuliers? On parle de réindustrialisation, mais on dit quoi? On a été frustré de ne pas avoir notre Doliprane et nos antibiotiques, et c'est ça qui revient? Ouais. Oui, il y a aussi Servier en ce moment, le fait de savoir si tout ce qui est générique va être vendu ou pas. Bon, ça anime. En fait, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette thématique de la réindustrialisation? C'est parce que c'était le mauvais exemple. C'est l'EDUF qui n'a pas pu construire son usine à Liffré. Voilà. Alors qu'il y avait plein de bonnes raisons pour qu'il fasse cette usine, les 500 emplois qui allaient avec, et qui développe la région. Finalement, après, je crois, 7 ans de combat pour essayer de bâtir cette usine, il est parti à l'étranger. Peut-être qu'à Liffré, il y avait pas besoin, il y avait déjà un taux d'emploi très fort, et que donc le critère de l'emploi n'était pas déterminant. Peut-être que c'est ça. Je sais pas, je connais pas le dossier, mais peut-être que c'est ça. À tout le moins, je reviens à l'écosystème. Il fallait que les politiques soient là aussi pour porter ce projet. Après, il y a, selon les régions, ça dépendra. Il y aura effectivement peut-être un peu de santé, peut-être un peu d'agroalimentaire. Il y aura certainement des batteries. Voilà. Mais ce qu'il faut, c'est que toutes les régions arrivent en jouant sur leur point fort, c'est toujours plus simple, en jouant sur leur point fort, à réattirer de l'industrie en France. Moi, je suis persuadé que les ETI, je terminerai là-dessus, peuvent être le tigre dans le moteur des territoires. Donc ça reprend une phrase, voilà, mais je pense que c'est ça. Et je pense que les ETI, par leur ancrage régional, le fait que les patrons ont souvent d'autres responsabilités dans les régions, dans les territoires, permettront ou peuvent permettre cette réindustrialisation. Voilà. Je l'espère à tout le monde. Ouais. C'est tout le mal qu'on souhaite à nos territoires. Et on a envie d'être un peu optimiste avec ça, d'ailleurs. Ouais. Parce que je pense j'espère qu'il y a eu des prises de conscience assez fortes après, quand on a quand même vécu des pénuries. Moi, je pensais pas vivre ça. Tu vois, je pensais que c'était que dans les livres d'histoire et que c'était mes grands-parents qui avaient vécu les pénuries d'après-guerre. Et on a vécu des pénuries avec le Covid. Et c'est quand même fou. Ouais. Dans un pays comme la France, on n'est pas habitué, moi. C'est sûr. Pas du tout. Et on n'a pas trop envie de s'habituer, d'ailleurs. On a parlé de moutarde, on a parlé d'amoxicilline, mais il y a eu des pénuries de partout. Ouais. Bah ouais, quand tu peux pas avoir des masques, ce qui est pas le truc d'une technologie folle. Donc c'était quand même assez délirant, quoi. Donc on espère que ça n'arrivera plus. Très bien. Est-ce que il y a une question que je t'ai pas posée, du coup, un truc que tu dis d'habitude sur les ETI qui... Non, on a balayé beaucoup de choses. Hein. Non, on a balayé beaucoup de choses. C'est vrai, on a même dépassé l'horaire. Donc, non. C'était comme si c'était prévu, quoi, une discussion naturelle. Ouais. Non, je regarde, mais a priori, on a balayé à peu près tous les points qu'on souhaitait aborder. Hein. Non, pas de problème. Parfait. Bon, je termine souvent avec un truc perso en étant vraiment certain que celui que j'interviewe est supporter de l'OM, mais bon, toi c'est assez facile. J'ai pas besoin de te... C'est vrai, mais moins que mon fils. Mon fils, lui, est un fanat de l'OM. Moi, je supporte l'OM, et d'ailleurs, quand ils perdent, ça m'agace, mais je supporte l'OM, mais je supporte globalement toutes les équipes françaises, ainsi de suite. Voilà. Donc, oui, je supporte l'OM, bien évidemment, en tant que Marseillais. Je dois reconnaître que je suis, en matière de sport, plus rugby que foot, même si j'aime le foot, mais voilà, je suis l'OM, je supporte. Voilà. Je sais que tu es un sportif, qui profite de notre belle région. Ouais. Merci beaucoup, Georges. Je t'en prie. C'était passionnant comme prévu, et c'était assez rare de pouvoir faire comme ça un panorama complet de nos territoires, et merci beaucoup. Je t'en prie, Guillaume. Avec plaisir. Voilà.
bonne fin de journée. Et Salut, puis à très bientôt. à très vite. Au revoir.